Robert Redford a toujours été considéré comme le gentleman de Hollywood. Du moins, c'est ce que tout le monde croyait. Mais le temps finit toujours par arracher les façades. À 88 ans, n'ayant plus rien à protéger, il a finalement levé le rideau sur le côté obscur de sa carrière. Il a parlé de ces acteurs qui s'emparaient des plateaux avec leurs égaux, de ces stars qui exigeaient que des scénarios entiers soient réécrits uniquement pour les faire paraître plus forts, et de ses collègues qui traitaient de réalisateurs, équipes techniques et même partenaires de jeu comme de simples accessoires jetables. Pour la première fois, Redford a nommé les 7 acteurs qu'il avait le plus détestés. Et les raisons invoquées révèlent bien plus sur la pourriture cachée d'Hollywood que n'importe quelle nuit de récompense glamour. Tom Cruise, le film condamné dès le départ. Lorsque Robert Redford accepta de travailler avec Tom Cruise sur Lions for Lambs, beaucoup pensaient qu'il s'agissait d'un duo de rêve. Redford, l'aîné d'Hollywood, maître de l'intensité feutrée, et Cruise, la star la plus rentable de sa génération, enfin réunis à l'écran. Mais ce qui aurait dû être une collaboration historique devint l'un des regrets les plus amers de Redford. Dès le premier jour, il sentit que les choses allaient de mal tourner. Cruise n'était pas seulement l'acteur principal du film, il en était aussi le producteur via son studio United Artists fraîchement relancé. Cela signifiait du pouvoir, du vrai pouvoir. Et Redford, qui avait bâti sa carrière de réalisateur sur l'indépendance et l'authenticité, se retrouva soudain face à un partenaire obsédé par le marketing, l'image et le contrôle. Au départ, Redford imaginait Denzel Washington dans le rôle du sénateur Jasper Irving. Mais United Artists imposa Cruise, espérant relancer le studio grâce à un mégastar. Cruise arriva non seulement avec ses publicistes et ses conseillers en communication, mais aussi avec une équipe de stratèges politiques présents en permanence sur le plateau pour modeler sa prestation. Redford fut consterné. « Attends une seconde, Tom, » se souvient-il lui avoir dit. « Ce n'est pas comme ça que je veux faire ce film, et certainement pas avec ces gens dans mon champ de vision. » Le choc fut immédiat. Redford voulait une histoire sobre et urgente, une réflexion austère sur l'échec politique pendant la guerre d'Irak. Cruise, au contraire, traitait chaque scène comme une publicité de campagne. Il se concentrait sur les angles de caméra, la lumière, la posture, déterminé à projeter discipline et contrôle. Redford fut stupéfait par cette obsession de l'image. Lors des répétitions, Cruise exigea des stylistes sur place pour que sa silhouette reste nette pendant les dialogues. Il discutait les affiches promotionnelles, il demandait plusieurs versions de ses plans de réaction, jusque dans la durée exacte d'un regard. Redford, qui avait déjà passé 3 jours à répéter une scène muette pour Ordinary People, n'en revenait pas. « Je voulais que la scène montre de la vulnérabilité », expliqua-t-il plus tard. Lui voulait qu'elle montre de la symétrie. L'écart devint insupportable. Pour Redford, raconter une histoire signifiait chercher la vérité. Pour Cruise, c'était une question de contrôle. Les conditions de production empirèrent encore les choses. United Artists imposa un calendrier serré. Le film devait être prêt en moins d'1 an. Le budget était limité, le scénario constamment retouché, et le plateau devint une cocotte minute. Même Meryl Streep, d'ordinaire la plus professionnelle des partenaires, perdit patience. Un membre de l'équipe se souvient, on en est arrivé à sortir des cartons avec ses répliques écrites dessus. Meryl avait décroché. Elle jouait avec son BlackBerry. Bob a explosé. L'ambiance était devenue très, très tendue. Redford, déjà épuisé par le micromanagement constant de Cruise, vit l'atmosphère s'effondrer. Ce qui devait être un drame politique réfléchi se transforma en négociation quotidienne d'ego et d'image. À la sortie du film, les critiques furent impitoyables. Lions for Lambs fut qualifié de laborieux et prétentieux et s'effondra au box-office. Pour Redford, la douleur n'était pas seulement l'échec, c'était de savoir qu'il l'avait pressenti dès le début. Dès le départ, tout était écrit, admit-il plus tard. Le film avait été confisqué par le marketing, vidé de son âme.
Cruise, lui, passa à d'autres blockbusters. Redford, humilié, enterra l'expérience. Ils ne se reparlèrent à jamais. En privé, Redford résuma la situation avec une lucidité brutale. « Est-ce qu'on joue la comédie ou est-ce qu'on vend une pub électorale ?» demanda-t-il un jour à un membre de l'équipe, au comble de l'exaspération. Pour Redford, jouer signifiait chercher la vérité, aussi inconfortable soit-elle. Pour Cruise, il s'agissait de contrôle, de message, de séduire le public avant même qu'il n'ait le temps de réfléchir. Ce qui aurait pu être une rencontre générationnelle, la réunion de deux géants, devint au contraire une mise en garde. L'un voulait dire quelque chose, expliqua Redford à ses proches. L'autre voulait vendre quelque chose. Cela suffisait. Ils ne travaillèrent plus jamais ensemble. Paul Newman. La confiance devient rivalité. À des millions de spectateurs, Robert Redford et Paul Newman incarnaient le duo ultime d'Hollywood. Butch Cassidy and the Sundance Kid et The Sting avaient scellé leur partenariat comme l'un des plus aimés de l'histoire du cinéma. Leur alchimie paraissait si naturelle, si fluide, que le public était persuadé qu'ils étaient amis pour la vie. Mais derrière la surface de ces classiques se cachait une relation marquée par la tension, la jalousie et des rancunes silencieuses que Redford n'a jamais complètement pardonnées. Lorsque George Roy Hill distribua Butch Cassidy and the Sundance Kid, le studio ne voulait que Newman. Redford, encore relativement inconnu, était perçu comme un pari risqué. C'est Newman lui-même qui insista pour qu'il soit gardé dans le film. Ce geste généreux lança la carrière de Redford, mais il planta aussi les graines d'un déséquilibre. Newman était la star confirmée, l'icône déjà installée. Redford était l'outsider qui, soudain, lui volait la moitié de la lumière. Pour Newman, ce fut difficile à digérer. Il admit plus tard avoir été jaloux. « J'aurais préféré jouer Sundance », confessa-t-il. « Cette attitude cool, détachée, c'est le rôle le plus facile. » Une révélation stupéfiante. Le grand Paul Newman enviait le rôle de Redford. Alors qu'il riait à l'écran, Newman s'irritait en silence de l'ascension de Redford. Quand ils se retrouvèrent pour The Sting, la dynamique avait changé. Redford était devenu une star à part entière. Cette fois, c'était lui que le studio voulait avant tout. Redford alla jusqu'à céder une partie de son propre contrat pour que Newman obtienne le cachet qu'il exigeait. Ce geste semblait généreux, mais pour les initiés, il révélait une faille. Newman se sentait éclipsé, tandis que Redford commençait à comprendre que leur amitié ressemblait surtout à une compétition. Les tensions s'accumulèrent. Newman, connu pour sa ponctualité exemplaire, supportait mal les retards de Redford. Dans ses mémoires, il écrivit sans détour « On ne peut pas compter sur Redford, on n'est jamais sûr qu'il sera là. C'est tout simplement impoli. » Sa fille, Clea Newman, confirma « Mon père était obsédé par la ponctualité. » Et Bob, disons que ce n'était pas vraiment son point fort. De son côté, Redford s'irritait de voir Newman s'immiscer de plus en plus dans les décisions de production. Lors de The Sting, Newman agissait presque comme un producteur, donnant son avis sur les scripts, le casting, voire sur le placement des caméras. Redford confia plus tard à des proches « Il a cessé d'être mon partenaire de jeu, il est devenu mon rival. » Les deux hommes n'eurent jamais d'explosion publique. Leur rivalité resta discrète, soigneusement polie pour les caméras. Mais ceux qui les entouraient remarquaient l'érosion de la confiance. Redford admirait le talent de Newman, mais détestait son côté joueur. Il avoua un jour que Newman faisait semblant d'être naïf pour obtenir plus que ce qu'il méritait. Pour Redford, c'était une forme de manipulation, incompatible avec sa vision de la discipline, du respect et du travail. Leur lien, comprit-il, reposait autant sur la rivalité que sur l'affection. Le public rêvait toujours d'un troisième film. Pendant des décennies, des scénarios circulèrent, une préquelle de Butch Cassidy, une suite de The Sting ou même une adaptation de Promenons-nous dans les bois de Bill Bryson. Redford poussait pour le projet, Newman reculait. Au début des années 2000, Newman avoua ne plus avoir l'endurance.
Il prit sa retraite en 2007 et mourut l'année suivante, mettant fin à tout espoir de retrouvailles. Mais certains initiés avancent une autre explication. Leur relation s'était refroidie. Trop d'années de jalousie, de retard et de heurts créatifs avaient usé la magie d'autrefois. Dustin Hoffman, une fois, ça suffit. Quand on repense à Les Hommes du Président en 1976, on voit deux géants du cinéma américain, Robert Redford et Dustin Hoffman, côte à côte, incarnant les journalistes Bob Woodward et Carl Bernstein. Le film est aujourd'hui encore salué comme un chef-d'œuvre, utilisé dans les écoles de journalisme. Mais derrière ce monument culturel se cachait une tension si vive qu'elle laissa Redford décider à ne plus jamais partager l'écran avec Hoffman. Redford, qui avait acheté les droits du livre de Woodward et Bernstein et porté le projet à bout de bras, croyait en la discipline, la structure et la précision. Il était un acteur pour metteurs en scène, concentré, préparé, méticuleux. Hoffman, au contraire, s'épanouissait dans le chaos. Pur produit de la méthode, il improvisait sans cesse, modifiait ses déplacements en pleine prise et allait jusqu'à se placer dans la lumière de Redford pour dominer le cadre. Le résultat? Un affrontement quotidien. Les techniciens se souvenaient de Redford se mordant la langue à répétition, trop professionnel pour exploser, mais visiblement au bord de l'implosion. Ce n'était jamais une engueulade, raconta plus tard un éclairagiste. Mais on sentait l'air se tendre chaque fois que Hoffman lançait une de ses expérimentations. Redford voyait le cinéma comme un sport d'équipe, chacun travaillant à une vision commune. Hoffman croyait que l'authenticité exigeait la spontanéité, même si cela perturbait l'ensemble. Il répétait une scène d'une façon, puis, une fois la caméra lancée, la jouait d'une toute autre manière. Une séquence de coups de fil dans la salle de rédaction devint célèbre sur le plateau. Hoffman fit 7 prises, chacune avec un rythme, un ton, des répliques improvisées différents. Redford, obligé de réagir à chaque fois, bouillonnait. Le réalisateur Alan J. Pakula dut naviguer avec une prudence extrême entre les deux acteurs, évitant que la tension n'éclate. Mais le mal était fait. « On essaie de raconter une histoire », souffla Redford à Pakula, exaspéré. « Pas de courir après 1000 petits moments. » L'ironie, c'est que les deux hommes étaient tout autant attachés à l'authenticité. Redford avait passé des mois à suivre Bob Woodward. Hoffman, lui, s'était pratiquement installé chez Carl Bernstein, imitant sa démarche, sa voix, jusqu'à ses relations. Mais tandis que Redford voyait l'immersion comme une préparation, Hoffman la transformait en performance, toujours en train de tester les limites. Bernstein lui-même admit que l'approche d'Hoffman pouvait être étouffante, notant que l'imitation obsessionnelle de l'acteur mettait mal à l'aise sa compagne, Nora Ephron. Celle-ci lâcha un jour « J'espère que tu ne feras pas ça dans le film. C'est comme si tu lui volais son âme. » Pour Redford, cette obsession n'était pas admirable. Elle était perturbatrice. Chaque fois que Hoffman attirait l'attention sur lui, Redford avait le sentiment que l'équilibre du récit s'échappait. Quand Les Hommes du Président triompha, décrochant 4 Oscars, beaucoup imaginèrent que Redford et Hoffman deviendraient le nouveau grand duo d'Hollywood, un autre Newman et Redford. Mais Redford avait déjà pris sa décision. Jamais il ne critiqua Hoffman en public. Jamais il ne mit en scène de querelle. Il se contenta de refuser de répéter l'expérience. Des années plus tard, lorsqu'on lui demanda pourquoi ils n'avaient plus jamais travaillé ensemble, sa réponse fut brève mais lourde de sens. « Une fois suffit. » Cette simple phrase contenait tout le poids de ce qu'il avait enduré. Les improvisations, les interruptions, les ajustements sans fin. Jane Fonda. Des problèmes avec les femmes. À l'écran, Robert Redford et Jane Fonda semblaient parfaitement assortis. De pieds nus dans le parc à The Electric Horseman et, des décennies plus tard, Nos âmes la nuit, leur alchimie paraissait intemporelle.
Mais Fonda elle-même brisa l'illusion à Cannes en 2023, admettant « Il n'aimait pas embrasser. Il est toujours de mauvaise humeur, et j'ai toujours cru que c'était ma faute. C'est une très bonne personne. Il a juste un problème avec les femmes. » Leur première collaboration, La poursuite impitoyable, fut professionnelle mais glaciale. L'année suivante, dans Pieds nus dans le parc, Fonda jouait une jeune mariée insouciante face à l'avocat coincé de Redford. Le film fut un succès, mais en coulisses Fonda était déjà troublée par sa froideur. Elle avoua des années plus tard qu'elle était amoureuse de lui. Mais Redford garda ses distances, refusant de brouiller les frontières entre fiction et réalité. Pour Fonda, chaque tournage suivait le même schéma. Sa mauvaise humeur, ses retards et son refus de s'engager pleinement dans la romance que leurs personnages exigeaient. Pour Redford, l'ouverture, l'intensité et la persistance de Fonda heurtaient son style réservé et contrôlé. Le problème devint récurrent. Fonda fut franche. Il n'aimait pas embrasser. Elle ne le confronta jamais directement, mais sa frustration transparaissait. Redford, au contraire, considérait l'intimité comme une limite à ne pas franchir. Il contrôlait ce qu'il donnait et ce qu'il retenait, laissant sa partenaire déconcertée. Lorsqu'ils se retrouvèrent pour The Electric Horseman, Fonda avait déjà divorcé 2 fois. Redford, lui, était installé depuis longtemps. Mais le même obstacle subsistait. Ils se raidissaient dans leurs scènes d'amour, posant des limites qui étouffaient la romance pourtant visible à l'écran. Fonda avoua plus tard qu'elle s'était longtemps crue responsable de cette froideur. « J'ai toujours pensé que c'était ma faute. » Ce n'est que, bien plus tard, lors de Nos âmes la nuit en 2017, qu'elle comprit la vérité. Quand Redford arriva avec 3 heures de retard, visiblement irritée, elle réalisa enfin que le problème ne venait pas d'elle, mais de lui. Sa remarque cinglante à Cannes résumait des décennies de tension. « C'est une très bonne personne. Il a juste un problème avec les femmes. » Quand Robert Redford et Gene Hackman se croisèrent pour la première fois sur Downhill Racer en 1969, l'association semblait prometteuse. 2 acteurs en pleine ascension, connus pour leur intensité et leur détermination, avides de marquer le nouvel Hollywood. À l'écran, la formule fonctionna, Hackman en entraîneur de ski impitoyable, Redford en jeune coureur ambitieux. Mais en coulisses, l'admiration tourna vite au mépris. Redford décrira plus tard Hackman comme un marteau-pilon dans un magasin de violons. Hackman, de son côté, pensait que Redford était un idiot. Le respect mutuel ne survécut pas au tournage. Tout commença par une différence de style. Redford était discipliné, calculateur, presque obsessionnel dans sa préparation. Hackman, lui, était imprévisible, brut, explosif, refusant de se plier au rythme de quiconque. Le réalisateur Michael Ritchie, témoin des étincelles, résuma ainsi « Jen aimait bien Redford, mais il était horrifié par le ski. Redford cherchait la subtilité, les nuances émotionnelles, la précision dans chaque plan. Hackman traitait chaque scène comme un champ de bataille. Il criait pendant les répétitions, remettait en cause la mise en scène et ignorait les indications si elles limitaient son élan. Pour Redford, partisan de la collaboration, cela relevait du chaos. On ne savait jamais quel Hackman allait arriver, se souvient un membre de l'équipe. Brillant ou belliqueux. La passion de Redford pour le projet ne fit qu'aggraver la situation. Installé dans l'Utah depuis des années, il rêvait de tourner un vrai film de ski. Mais son engagement faillit faire capoter la production. Juste avant le tournage, il se blessa gravement au genou lors d'un accident de motoneige. Les médecins lui conseillèrent la prudence. Redford les ignora et insista pour exécuter lui-même des cascades dangereuses. Hackman entra dans une rage noire. « Est-ce que cet idiot connaît les clauses d'assurance ?» fulmina-t-il auprès du directeur de production Walter Koblenz. « S'il se plante, on remballe tous et on rentre à la maison. » Pour Hackman, ce n'était pas de la passion artistique, mais de l'inconscience. L'entêtement de Redford confirma son idée. Son partenaire était arrogant et naïf. Le point de rupture arriva lors d'une scène émotionnelle cruciale.
Ackman, mécontent d'un éclairage qu'il jugeait peu flatteur, s'enferma dans sa caravane et refusa de sortir. Le tournage fut paralysé. L'équipe attendait, nerveuse. Finalement, Redford se rendit à la caravane, ouvrit la porte et, devant tout le monde, lui lança « Ce n'est pas ton film, Jan. C'est un travail d'équipe. Tu viens jouer ou tu dégages. » Ackman finit par se présenter, mais il ne pardonna jamais l'humiliation. Dès lors, leur relation fut morte. Hors caméra, ils ne s'adressèrent plus jamais la parole. Barbra Streisand, 2 culottes pour se protéger. Sur le papier, nos plus belles années, The Way We Were, avaient tout pour être parfait. Robert Redford, le Golden Boy d'Hollywood, face à Barbra Streisand, l'actrice chanteuse inarrêtable déjà devenue une égotée à 30 ans. Le film fut un triomphe au box-office et fit rêver le public pendant des décennies. Mais derrière le rideau, la collaboration fut tout sauf romantique. Pour Redford, travailler avec Streisand fut l'une des expériences les plus épuisantes de sa carrière, et une qu'il ne répéta jamais. Dès le début, Redford résista. Le réalisateur Sidney Pollack dut passer 8 mois à le convaincre d'accepter le rôle de Hubble Gardiner face à Katie, incarnée par Streisand. La raison de son hésitation était brutale. Elle n'a jamais été testée. Sa réputation, c'est celle d'une personne très contrôlante. Elle se dirigera elle-même. Ça ne marchera jamais. Redford doutait aussi de sa capacité à se détacher de son image de chanteuse. Il demanda à Pollack « Elle ne va pas chanter, n'est-ce pas? Je ne veux pas qu'elle chante en plein milieu du film. » Sa crainte n'était pas infondée. Streisand finit bel et bien par chanter le thème principal, qui éclipsa sa performance et devint iconique. Streisand aurait été fasciné par Redford, ce qui ne fit qu'accentuer le malaise. Il fixa rapidement des limites claires. « Tout ce que je te dirai sur moi sera volontaire parce que je veux que tu le saches, pas parce que tu crois avoir le droit de le savoir. » La tension se prolongea jusque dans leur scène d'amour. Redford insista pour porter 2 slips de sport superposés afin de se protéger de sa partenaire. Streisand, de son côté, porta un maillot 2 pièces sous ses vêtements lors des séquences soi-disant intimes. Pollack dut les rassurer. Les scènes paraîtraient romantiques, pas sexuelles. Mais l'inconfort était flagrant pour toute l'équipe. Les affrontements devinrent légendaires. Les 2 stars exigeaient d'être filmés de leur bon profil, le gauche, obligeant le chef opérateur à inventer des placements de caméra complexes pour qu'ils puissent se faire face sans ruiner le cadre. Redford, habituellement calme et maître de lui, perdit patience face à la domination de Streisand. Un jour, il se moqua d'elle en plein tournage, tournant son visage vers son mauvais profil. Streisand se figea à l'écran, humiliée. Les témoins décrivirent une atmosphère tendue mais polie, 2 divas luttant pour le contrôle tout en feignant que tout allait bien. Mais l'ego de Redford n'arrangea rien. Il refusa catégoriquement de prononcer des répliques qui pouvaient suggérer une faiblesse. Dans une scène, son personnage devait admettre « ce sera mieux cette fois ». Redford refusa, estimant que cela ferait croire au public qu'il était mauvais au lit. Il rejeta aussi une autre réplique mentionnant que son personnage grisonnait, déclarant que Hubble ne serait jamais gris. Streisand était contrôlante, mais Redford était inamovible. Le plateau devint un champ de bataille. À la sortie du film, ce fut un raz-de-marée. Streisand récolta l'essentiel des éloges avec une nomination à l'Oscar de la meilleure actrice et une statuette pour la meilleure chanson originale. Redford, lui, fut totalement ignoré. Les critiques soulignèrent que son Hubble paraissait fade et sous-développé à côté de la fougueuse Katie de Streisand. Pour Redford, ce fut une humiliation. Il avait redouté ce tournage, enduré des mois de tension, pour finir éclipsé par sa partenaire, à l'écran comme aux récompenses. Quand l'idée d'une suite fut évoquée, il coupa court immédiatement. « Je n'en voulais pas, mais Barbra, si. Le type d'acteur qu'il a toujours haï, du baratin, de l'ego pur, du piston d'agent. Pour Robert Redford, la plus grande maladie d'Hollywood n'était ni l'argent ni la célébrité, c'était l'ego. Le genre d'acteur qu'il détestait le plus,
C'était celui qui transformait chaque projet en hôtel dédié à sa propre gloire, avec son nom placardé au-dessus du titre, comme si l'histoire, le réalisateur et l'équipe n'étaient que secondaires. Pour lui, ce n'était rien d'autre que du baratin, de l'ego pur, du piston d'agent. Redford connaissait bien ce piège. Grand, beau, charismatique, tout ce dont les studios rêvaient pour vendre des billets. Son visage rapportait. Son nom remplissait les salles. Mais alors que des contemporains comme Jack Nicholson ou John Wayne acceptaient ce système, Redford s'en révoltait. Il voulait disparaître dans Jeremiah Johnson, pas être vendu comme Robert Redford, l'idole du box-office. Ce qui l'exaspérait, c'était de voir des acteurs utiliser leur influence pour se placer au-dessus du film. Une sortie estampillée Paul Newman ou un véhicule, Jack Nicholson, finissait par écraser le travail artistique derrière l'histoire. Pour Redford, c'était Hollywood dans ce qu'il avait de plus corrompu. Le cinéma transformé en vitrine d'ego au lieu d'un espace de vérité. Il prouvait sa conviction par l'exemple. Lorsqu'il réalisa Des gens comme les autres, Ordinary People, son premier film comme réalisateur qui remporta l'Oscar, il refusa catégoriquement qu'on le vende comme un film de Robert Redford. Même quand il avait gagné ce droit, il recula devant l'arrogance. Pour lui, ces acteurs qui exigeaient d'être mis en avant incarnaient tout ce qui détruisait l'art. L'importance de soi au-dessus de la substance, le marketing avant le courage. Ils empoisonnaient la collaboration, transformaient l'art en produit et ne lui inspiraient que du mépris. Voilà pourquoi, quand Redford nomma les acteurs qu'il haïssait, ce n'était pas seulement personnel, c'était philosophique. Il détestait ceux qui placèrent leur ego avant le cinéma. Et vous, qu'en pensez-vous? Ces rancunes étaient-elles justifiées? Ou bien n'était-elle qu'une autre manifestation de l'ego d'Hollywood? Laissez un commentaire. Et n'oubliez pas d'aimer et de partager pour découvrir d'autres histoires qui révèlent les rivalités les plus sombres de l'industrie.